Bonjour et bienvenue dans ce 38e numéro de Côté Château spécial crise viticole à Bordeaux. L'heure est grave, Bordeaux est dans le rouge. Avec Alexandre Bern, nous sommes allés à la rencontre de ces petits vignerons qui n'en peuvent plus et qui sont au bord du gouffre. Le 6 décembre dernier, 1200 d'entre eux ont manifesté à Bordeaux pour réclamer une prime à l'arrachage. Mais vous allez voir comme à Génissac que certains n'ont pas attendu cette prime et ont décidé d'arracher eux-mêmes leur propre vigne, un crève-cœur. Regardez ce reportage réalisé avec Laure Vignalet et Christophe Varone. Une parcelle au goût amer. Il ne reste plus qu'un amas de cèpes et de piquets en bois. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Fabien Ribeiro, vigneron de 49 ans, a déjà arraché ses beaux pieds de Cabernet Franc. Ouais, c'est triste parce que c'est de la vigne que j'ai plantée avec mon papa quand il était encore de ce monde et c'est toujours un crève-cœur. Et réduire la production, oui bien sûr, pour équilibrer les marchés, l'offre et la demande, je pense que c'est du bon sens. Cependant, c'est quand même un aveu d'échec. Depuis le printemps, Fabien Ribeiro a arraché 9 hectares de vignes, trop chères à entretenir. Sur ce secteur de Génissac, j'ai arraché 3 parcelles. Il lui reste 50 hectares et il continue fièrement son métier, c'est toute sa vie. Sa nouvelle récolte de Bordeaux, comme toujours, il va la vendre en vrac au négoce, malheureusement en dessous du prix de revient. Il y a quand même des très beaux raisins de très belle qualité, donc c'est une vendange prometteuse. On risque de la vendre à perte. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 euro le litre, mais malheureusement, j'ai des confrères qui ont vendu cette année pour faire de la place avant récolte à 70 centimes le litre. Donc c'est ridicule. C'est pas possible qu'on accepte que Bordeaux implose. C'est un fleuron national. Du Libournais au Langonnet, quelques vignobles à l'abandon. Souvent des fermages, des locations pour lesquelles il n'y a plus d'argent. Pour le collectif de viticulteurs, il y a urgence. L'arrachage va éviter la prolifération de maladies de la vigne et permettre à certains de prendre leur retraite quand il n'y a plus de repreneurs. Nous regrettons le risque de drames humains parce qu'on sait très bien que la pression est très forte, notamment des créanciers et de toutes les dettes qui pèsent de plus en plus sur le moral. Beaucoup ont du mal à vendre, malgré un prix du tonneau de 900 litres au plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, pleine. Avec de l'autre côté, pareil, donc un vendu. Combien d'hectos en tout ? 1200 de rouge. Faire du vin pour pas le vendre, c'est incompréhensible, mais on en est là. Les méventes en Chine, aux États-Unis avec la taxe Trump et en France durant la crise sanitaire ont affaibli Bordeaux qui s'est retrouvé en surproduction. Même si ces dernières années, le gel, la grêle, le mildiou ont permis un certain rééquilibrage. C'est une situation très difficile pour les viticulteurs. Bien souvent, ce sont des viticulteurs qui sont en fin de carrière, qui ont non plus, à cause des sacrifices qu'ils ont dû faire sur les années précédentes, les pertes de récolte, n'ont plus les ressources financières pour évoluer. Et nous réclamons, nous sommes à leur côté, nous voulons obtenir des aides pour faciliter cette fin de carrière et cet arrachage de vignes d'environ 10% de vignobles. Pour permettre ce plan d'arrachage, l'Europe va devoir l'autoriser à nouveau. Le dernier plan s'est arrêté en 2008, 3500 hectares avaient été arrachés. SOS Vigneron essaie d'accompagner au mieux ses viticulteurs et les incite à se diversifier avec davantage de nos tourismes. Nous nous retrouvons au Pian-sur-Garonne avec Didier Cousinet, le porte-parole des vignerons, j'allais dire des vignerons en colère. Bonjour Didier. Bonjour. Alors en définitive, aujourd'hui c'est véritablement tout un pan de la viticulture bordelaise qui va mal. Combien d'après vous ? Combien on n'arrive pas à chiffrer, mais bon, je peux vous amener dans la campagne au hasard, voir n'importe quel viticulteur et chacun vous dira qu'il est dans la mouise et que ça s'empire de jour en jour. Le quantifier, on ne sait pas. La Chambre d'agriculture va sortir les chiffres bientôt, sous peu, du questionnaire qu'on a envoyé à tous les viticulteurs. Il y avait eu pas mal de réponses aux alentours de 1500 et on va comptabiliser à ce moment-là.
Il y a eu une grosse manifestation à Bordeaux en décembre dernier, le 6 décembre, où 1200 vignerons ont réclamé l'arrachage des vignes et un gros arrachage puisque c'est au moins 10-15% du vignoble qui devrait être arraché, un arrachage primé. Tout à fait. Bon, il y a plein de mesures qui sont menées par la Chambre d'agriculture, le CIVB, toutes les organisations professionnelles de la filière. Nous prenons toujours notre arrachage primé parce qu'on est persuadés et on nous suit là-dessus. C'est que s'il n'y a pas un arrachage primé définitif rapidement, là, dans les 2 mois qui viennent jusqu'à fin mars, ça va être une catastrophe. On le voit déjà, il y a des ruptures de contrat chez les viticulteurs qui comptaient dessus et qui se retrouvent du jour au lendemain dans une catastrophe financière qui n'ont jamais vu. Le problème de cet arrachage primé, c'est que c'était autorisé par l'Europe jusqu'en 2008, ça a été abandonné. Comment retrouver cette négociation avec l'Europe ? Alors écoutez, ça va être très long, ça va durer des années, puisque vous savez que pour changer des textes européens, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que nous, on prône toujours, je me répète, cet arrachage, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe pour sauver la viticulture bordelaise. Alors effectivement, des fois, le collectif s'y prend mal, et on exagère peut-être. Il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on prône cet arrachage, toute la filière, et qu'on arrive rapidement à trouver des solutions. Parce que c'est tout un pan qui va s'écrouler. On parle de nous, des viticulteurs, mais il y a aussi nos ouvriers que vous voyez derrière nous, qui travaillent, qui ont des familles à faire vivre, qui vont se retrouver au chômage. Il y a des fournisseurs qui n'ont plus de rentrée d'argent. C'est catastrophique. On comptera à la fin. Il vous faut 100-150 millions pour pouvoir vous aider tout de suite, de manière urgente. La région peut vous aider aussi ? Eh bien écoutez, l'autre jour en conseil d'administration, nous avons proposé à ce que tout le monde mette la main à la poche, la profession, et de faire un apport de ces 150 millions en tripartie entre la filière viticole, la région et l'État pour arriver à ces 150 millions. Et parmi ces vignerons qui souffrent énormément à Bordeaux, il y a ceux qui sont en âge de prendre leur retraite mais qui ne peuvent pas, ils ne retrouvent pas de repreneurs. Regardez ce reportage réalisé à Pujol. Des centaines d'hectares à l'abandon, voilà le symbole de cette crise qui frappe durement les vignerons de Bordeaux. Les fermages ne sont plus loués car plus rentables, les cours se sont effondrés. Le collectif réclame plus que jamais l'arrachage primé de 15 000 hectares de vignes. J'ai des jeunes de 35-38 ans qui sont au bord du gouffre, où du jour au lendemain, les banques leur disent « on ne peut plus rien pour vous ». Et la solution, on demande et on leur dit, excusez-moi le terme, démerdez-vous. Ils n'ont plus rien, on est au fond du sac, comme je dis souvent, et c'est un cri de détresse. Je dis la seule solution, ce sera l'arrachage. À Pujol, ils sont plusieurs vignerons à continuer tant bien que mal d'exploiter. À 65 ans, Frédéric Arinaud vit avec seulement 10 000 € de revenus annuels. Il voudrait arrêter et arracher ses 19 hectares. Il remplit le document des viticulteurs en difficulté sans trop y croire. Je ne peux pas prendre la retraite dans la mesure où je n'ai pas de repreneur et que j'ai trop de surface en vigne qui me reste pour pouvoir demander mes droits à la retraite. Donc à partir de là, je suis devant un statu quo, je peux plus avancer, je ne peux plus reculer, je ne peux que subir. Je pense que l'année prochaine... Martine Vacher est dans la même situation. À 61 ans et avec 12 hectares de vignes, elle cherche à vendre ou à louer en vain. C'est quand même un dilemme. Je ne sais pas, ou alors il faut qu'on continue, mais continuer avec probablement si le cours du vin continue à baisser, on ne va pas couvrir les frais, quoi. L'arrachage est déjà pratiqué à Bordeaux. Des retraités le font, mais à leurs frais, quand ils ne trouvent plus à louer leurs vignes. Il a proposé des fermages pour les vendanges à zéro, personne n'en voulait. De voir ça, c'est horrible, oui, voilà, tout simplement. C'est détruire son capital, détruire quelque chose qui avait de la valeur et qui ne vaut plus rien maintenant. Le collectif espère toujours une aide de l'Europe ou du gouvernement pour un arrachage primé. L'année 2023 s'annonce très dure. Salut Sébastien. Bonjour Didier. Ça va?
comment tu vas? Bien. Ouais. Comme un viticulteur en ce moment. Ouais. Bon, ben, Ouais, je viens du te coup, voir pour voir si tu peux me dire un peu comment ça se passe chez toi, qu'on fasse un point. faut en parler, c'est important. Il faut que les gens sachent un petit peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais écoute, si rien n'est fait d'ici peu, je pense que d'ici Didier 5 mois, Cousinet ça va nous a être emmenés dans l'entre-deux-mers à Castelvieille à la rencontre de Sébastien Léglise. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes un jeune viticulteur, Merci vous beaucoup. produisez en Bordeaux, en entre-deux-mers aussi, et c'est très très dur. Oui, c'est de plus en plus dur actuellement de vendre notre vin, ouais, effectivement, ouais. Dans quel état d'esprit êtes-vous? C'est assez difficile de donner vraiment l'état d'esprit parce que bon, on va dire que j'ai encore la fougue de ma jeunesse, même si elle est lointaine. Et puis en même temps, je me dis que l'avenir s'assombrit de jour en jour, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez décidé pour vous en sortir aujourd'hui? Depuis quelques années, je voyais bien quand même que les ventes commençaient un petit peu à stagner et à se réduire. Donc bon, on a décidé avec mon épouse déjà de se tourner vers le no-tourisme. On a monté un premier gîte. On aimerait se diversifier en montant peut-être un second et même un troisième. On voit qu'il y a vraiment un attrait pour ça. Et j'ai en parallèle arraché quelques vignes pour lancer une culture céréalière. Vous avez pensé aussi à vous reconvertir ou pas du tout? Ouais, ça, on l'a dans le coin de la tête, effectivement. On se dit que peut-être que si on n'arrive pas à vendre notre production, il faudra peut-être arrêter, vendre et pourquoi pas trouver un emploi fixe, un CDI chez quelqu'un, oui. Oui, ça peut. Pourquoi pas? Et s'il faut, le faudra, effectivement. Si on n'est pas suivi, si à terme la consommation continue de baisser, oui. Après combien d'années? Moi, je suis installé depuis 2008 sur la propriété familiale. C'est une propriété qui date de 1929. Je suis la 4e génération et dans le coin de la tête, je garde espoir qu'un jour, peut-être mes enfants reprendront cette propriété. Mais pour le moment, je ne suis pas sûr. Didier, il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté dans la région? Oui, énormément, de plus en plus, tous les jours. Mais Sébastien est là pour vous le dire. Ça a eu marché, mais ça ne marche plus. Aujourd'hui, c'est vraiment la réalité. On a des jeunes qui sont au bord du gouffre. Certaines banques disent non, c'est pas vrai. Bon, mais la réalité que certains jeunes, on leur dit du jour au lendemain, la banque, on ne peut plus rien pour vous, débrouillez-vous. Donc on voit vraiment qu'on est dans une situation catastrophique, alarmante. Et des jeunes comme Sébastien qui sont encore à la fleur de l'âge et qui voudraient continuer, garder leur exploitation de génération en génération, comme ils viennent de vous le dire. Malheureusement, il y en a qui vont s'éteindre. Et aujourd'hui, des exploitations comme ça de 4, 5, 6 générations vont disparaître. C'est dommageable et c'est ce qui est dommageable, c'est que personne ne fait rien pour les sauver. C'est vrai que dans le temps, on buvait 120 litres par an, par habitant. Aujourd'hui, on en est rendu à 40. Bon, 30% de baisse pour les rouges, ça devient dur. Est-ce qu'il ne faut pas penser à faire davantage de blanc, des créments? Ouais, vous savez, même si ça fait pas si longtemps que ça, il y avait beaucoup de blancs dans l'entre-deux-mers. Franchement, c'était très très dur au niveau des blancs. Là, il y a un effet conjoncturel où les blancs ont un peu le vent en poupe, mais il ne faut pas se leurrer. Si on revient à un niveau de production correct, les prix des blancs vont redescendre. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Je crois qu'il y a quand même une méconsommation du vin. Alors, est-ce qu'il ne faut pas réadapter notre produit à ce que demandent les futurs consommateurs et les néo-consommateurs? C'est ça aussi. Je crois qu'il faut vraiment se remettre, il faut que la profession se remette en question. Et pour se remettre en question, déjà il faut sauver ce qui est sauvable et il faut, à un moment donné, il va falloir lancer un plan Marshall, quoi, avec des résolutions fortes pour sauver les gens qui ont encore à cœur de sauver la profession, effectivement. Après, vous parliez de reconversion tout à l'heure, comme a fait Sébastien. Bon, des gîtes, c'est bien, c'est des personnes qui viennent nous voir. Mais se reconvertir dans quoi? Se reconvertir dans des prairies, oui. Se reconvertir dans de l'olivier, dans du bambou, dans des bêtes à viande, dans du lait, des canards, enfin tout ce que vous voulez. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est long, c'est fastidieux à faire, c'est coûteux. Et comme vous disiez tout à l'heure, presque la moitié de la profession bordelaise a pratiquement été à la retraite. On ne va pas se reconvertir à 50 ans. Il faut 5-10 ans pour lancer une production.
Voilà, vous allez voir qu'à Bordeaux, c'est toute une filière qui est impactée. Ça touche aussi, bien évidemment, les courtiers et puis le négoce bordelais qui essaye de commercialiser ses vins. Regardez ce reportage réalisé avec Laure Bignali. Les négociants font aussi face à la crise. À Bordeaux, les ventes ne cessent de baisser avec 3,8 millions d'hectolitres. Une consommation divisée par 3 en France en 60 ans avec 40 litres par an et par habitant. En cause, la disparition progressive d'anciennes générations fidèles au goût de ces petits vins de Bordeaux, remplacés par des jeunes plus exigeants et changeants. Et chaque fois qu'une génération ancienne disparaît, la génération qui arrive consomme moins. En France, la consommation de vin va continuer à baisser et se stabilisera probablement autour de 25 litres par tête d'habitant d'ici une dizaine d'années. Parce qu'aujourd'hui, on veut des vins qui sont sur le fruit, qui sont sur le gourmand. On ne veut plus des vins trop sophistiqués, avec beaucoup de tanins, qu'on doit garder dans sa cave 10 ans, parce que plus personne n'a de cave, ou très peu. Parmi les 300 maisons de négoce, Diva, sous pavillon chinois, explique aussi cette baisse par une chute des ventes en Chine. La Chine, c'est toujours calme. Un peu trop calme, oui. Ce premier marché à l'export a sauvé Bordeaux durant 15 ans, mais depuis 3 ans, l'empire du milieu est la plus forte baisse des vins à l'export. On a connu des années très fastes, les années 2012, 2013, 2015. Vraiment, il y avait une demande énorme. Et puis ça s'est tassé. Évidemment, le Covid est passé par là. Et puis aussi la concurrence des vins étrangers qui ne nous font pas de cadeaux. Pourtant, les courtiers se retroussent les manches. Ça, c'est notre suivi sur lequel on a eu du mal à caser les 2020, c'est ça? Qu'on n'a pas casé. Qu'on n'a pas casé. Au moins, là, on a un vin qui tient la route, donc on peut essayer de le travailler par ailleurs. Ces intermédiaires entre les petits vignerons et le négoce cherchent en permanence des débouchés pour ces petits vins. On n'a pas arrêté de vendre du vin à Bordeaux. Il y a un marché, sauf que ce marché se réduit. Ça fait peut-être 20 ans qu'un vin est dans une enseigne. On faisait 100 000 bouteilles, après on n'en fait plus que 80 000, maintenant on n'en fait plus que 60 000 par an. Et le problème, c'est les 40 000 restantes. À Bordeaux, il y a des créneaux de distribution à retrouver, ça prendra du temps. À Bordeaux, Libourne ou Saint-Émilion, le négoce est mobilisé. Chez Antoine Moix, où l'on commercialise 15 millions de bouteilles à l'année, on cherche également des acheteurs en dehors des marchés traditionnels européens. Nous sommes en permanence en train d'essayer d'ouvrir de nouveaux marchés, puisque Bordeaux a été essentiellement commercialisé en France, et en particulier en grande distribution. Et vous verrez autour de vous ici certaines palettes qui sont à destination de l'Afrique, et éventuellement du Moyen-Orient et également de l'Amérique du Sud. Ce sont des nouveaux marchés pour nous sur lesquels on se déploie le plus fréquemment possible pour aller récupérer des parts de marché. Et pour séduire ces nouveaux consommateurs, on n'hésite plus à imaginer des étiquettes plus jeunes, flashy ou originales qui seront accrocheuses chez les cavistes, dans les bars à vin et en grande distribution. On se retrouve au château Bellevue à Sauveterre de Guyenne en compagnie d'Yves Damécourt, propriétaire du château de Bellevue. Bonjour Yves. Alors, c'est la crise aussi pour vous ? Oui, c'est la crise dans toute notre région de l'Entre-deux-Mers en fait. Les aléas climatiques se succèdent et donc notre production diminue. Mais il y a une mévente de vin au niveau national et international, ce qui fait que les prix du vin diminuent. Donc on a à la fois une perte de production et une baisse des prix, et donc on boit le bouillon. Alors cette mévente, elle est due à quoi ? En France, elle est due à une désaffection des Français pour le vin, notamment le vin rouge, une baisse de la consommation, parce que les anciens qui buvaient du vin tous les jours, ils en meurent tous les jours, et ils sont remplacés par la jeune génération de jeunes qui boivent beaucoup de bière et d'autres choses, mais peu de vin. Ça, c'est pour la France, et puis à l'étranger, on souffre d'un manque d'ambition de la France pour aider la filière viticole à exporter. Et aussi le contexte international. Oui, le contexte international avec les années Trump où on a perdu beaucoup de ventes aux États-Unis à cause des taxes sur le vin. Et quand Joe Biden a été élu, on n'a pas retrouvé les parts de marché qu'on avait perdues. Et puis il y a des pays qui sont très agressifs pour vendre leur vin, comme le Chili, l'Argentine, l'Australie, parce que ça représente pour eux des exportations importantes. Et la France, elle, quand le président se déplace, il vend plutôt des armes, et des Airbus et de l'aérospatial que du vin. Alors que le vin mériterait qu'on l'aide un peu plus à l'export et qu'il y ait une diplomatie du vin. C'est important aussi pour nous aider à l'international.
Alors ça, Yves, c'est la cuvée 2021. C'est un vin que vous avez réussi à vendre ou pas du tout? En ce moment, on vend plutôt le 2020 que le 2021. Donc on finit les 2019. Qu'est-ce qui a été un coup d'arrêt? Le Covid notamment? Le Covid, ça a été compliqué parce qu'en France, une bouteille sur 3 est consommée en restauration. Et donc les restaurants étaient fermés. Et alors les restaurateurs ont été aidés par le gouvernement, mais leurs fournisseurs, eux, n'ont pas été aidés. Donc tous les producteurs de viande, de légumes et les viticulteurs, on sait que les viticulteurs, c'est très important dans le fonctionnement des restaurants. Et à l'étranger, c'est plus que ça, c'est 2 bouteilles sur 3 qui sont consommées au restaurant, dans les pubs, etc. Et les restaurants ont eu tendance à vider leur stock aussi? Ils ont vidé leur stock. Alors il y a eu une petite compensation parce que comme les gens étaient chez eux et qu'ils mangeaient chez eux, ils ont acheté plus, notamment en grande distribution et chez les cavistes, mais ça n'a pas compensé les pertes d'achat de la restauration. Et tout ce qui n'a pas été bu pendant le Covid est dans les stocks aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a un double effet. Autrefois, quand il y avait une baisse de la production, ça générait une augmentation des prix. Aujourd'hui, avec la mévente, la baisse de la consommation et le Covid, on a à la fois la baisse de la production et la baisse des prix. Et donc là, c'est très compliqué parce que la multiplication est dévastatrice. Sans parler de la hausse du prix des matières premières, de l'énergie. Alors je faisais le compte ce matin, l'augmentation par exemple du verre, là on vient de nous annoncer des augmentations de 45%. Les bouchons ont augmenté parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de tout ça, c'est de l'énergie, des transports, etc. Donc l'augmentation des matières sèches, c'est plus 33% sur une bouteille. Et l'électricité, donc là on est entre plus 200 et plus 400% d'augmentation en fonction des heures pleines, heures creuses, etc. Et comment vous pouvez vous en sortir? Vous avez combien de charges en commençant le mois? On exploite 111 hectares, c'est une propriété qui est très grande et il faut qu'on sorte 100 000 euros par mois pour équilibrer pour payer nos factures. Et aujourd'hui, c'est compliqué, très compliqué. On a fait 30 hecto-hectares cette année. Notre point d'équilibre, c'est 50 hecto-hectares. C'est très tendu. Voilà. C'est dommage parce que c'est un très beau métier. C'est même, je pense, le plus beau métier du monde. On a fait énormément de choses depuis 20 ans pour améliorer la qualité de nos produits et pour respecter l'environnement. Et aujourd'hui, ça ne se retrouve pas du tout dans notre bilan, quoi. Et parmi les petits vignerons qui souffrent ces derniers temps, je vous propose de regarder ce portrait de Bastien Mercier à Camiran, qui essaie de reprendre la propriété de ses parents dans un contexte des plus difficiles. Des vignerons dont l'horizon est en plein brouillard. À 34 ans, Bastien Mercier reprend l'exploitation de son père, mais dans un terrible contexte de baisse de la consommation. D'habitude, en janvier, il commence à tailler sa vigne. Là, il attend. Sur 65 hectares de vignes, il y a une partie en fermage que nous allons devoir abandonner. Sur les 2 autres tiers, eh bien, une partie sera vouée à l'arrachage. Et le dernier que l'on garde, puisqu'aujourd'hui, sur ce dernier tiers, nous sommes en capacité de vendre, du moins à la clientèle particulière, cette production. En redressement judiciaire depuis un mois, il prévoit d'implanter des panneaux photovoltaïques pour payer les dettes. Car pas question pour lui d'y laisser la bâtisse. Ce chai date de 1837. Plusieurs générations se sont succédées sur cette exploitation. Et ce que l'on redoute, comme beaucoup d'agriculteurs, c'est de perdre ce bien familial et historique. Chez les Mercier, depuis 5 générations, on n'a pas peur d'affronter les crises et les aléas climatiques. Ouais. Mais cette crise-là est sévère. J'ai foncé, j'ai bossé. Avec mon père, on a créé ça. Malheureusement, aujourd'hui, j'y vais souvent me recueillir sur la tombe. Et quand je lui dis tout ce qui se passe, ça me fout les glanes. Avant toute chose, ils gèrent leurs dettes. Bastien se paye un SMIC. Pour Daniel, c'est aléatoire. Forcément, c'est difficile de se dire comment on peut vivre quand on se verse un salaire sur 2. Il va falloir qu'on aille sur un arrachage, parce que le résultat, c'est que la consommation de vin baisse de plus en plus. Et comme une lueur d'espoir, des clients frappent à la porte pour acheter ces petits vins bien faits à moins de 6 €. Il est venu passer les fêtes ici à Bordeaux. Eh bien, c'est bien, c'est gentil de voir notre région. Et puis surtout, relancer Bordeaux, parce que c'est très dur, très dur, très dur. Mais je ne savais pas qu'ils étaient en telle difficulté, quoi. C'est triste, parce que c'est des vies entières. Non, ça me touche, ça me fait mal au cœur. Ça, c'est la crème de la crème. Dans l'Orcher, encore trop de cuves pleines. La restauration, la grande distribution et les Chinois ont fait défaut ces derniers temps. C'est fondu, c'est rond. Ah ouais, non, mais ça sent bon, hein. Ça, je peux garantir que... Il y a 3 ans, ils ont encore investi. Regardez ça,
Donc on avait l'intention de bien travailler, de faire des choses bien comme il faut. 10 cuves inox, une station d'épuration, des équipements plus modernes. Maintenant on a un outil comme il faut pour travailler et c'est là que tout d'un coup on n'arrive plus à vendre le vin. Les Merciers produisent en moyenne 3000 hectolitres de vin à l'année. Une production, une passion qu'ils voudraient bien vendre et partager. On se retrouve avec Daniel et Bastien. Alors Daniel, véritablement, on sait innover et faire des nouvelles couleurs à Bordeaux. Oui, on sait faire. On a sorti cette méthode traditionnelle qui est faite avec du Sauvignon blanc et passé en élevage pendant 9 mois jusqu'à 18 mois en fonction quand on en a besoin. Voilà. Et ça, c'est vraiment des pistes sur lesquelles vous travaillez énormément, Bastien? Mais la diversification, nous l'avons démarré en 2016 avec la création d'un nouveau rosé et d'un blanc qui, bien sûr, ne fait pas partie du cahier des charges d'appellation, qui est un vin de table, mais qui correspond au goût du client aujourd'hui. Et ça c'est le début de la diversification. Parce qu'aujourd'hui, les vins de Bordeaux, finalement, comme tous les vins en France, il y a beaucoup plus d'apéros qui se font, beaucoup moins de repas à table, c'est dommage, vous qui êtes chasseur. Oui, c'est sûr que... Alors bien sûr, beaucoup en apéro, alors ça, le tête-à-tête qui est un rosé qui est légèrement un peu sucré et qui apporte une saveur avec des rondeurs on s'en va sur la fraise écrasée et qui est très bien en apéritif et que beaucoup les dames aiment beaucoup parce que ça reflète d'un apéro sympa, un tête-à-tête avec convivialité avec du monde. Chez Mercier, il y en a vraiment dans la tête et vous allez bientôt faire des panneaux photovoltaïques. Alors ce super projet, c'est quoi ? Alors l'objectif, c'est de faire de l'agrivoltaïsme exactement, c'est de pouvoir continuer à travailler une culture et compléter par de la production énergétique. Donc c'est tout simplement pouvoir cultiver de nouvelles variétés de plantes, se dégager un salaire et le conforter par l'agrivoltaïsme pour faire que notre structure reste pérenne et sereine, de faire en sorte que nous puissions passer au remboursement de nos dettes. Voilà, ainsi se termine ce côté château spécial vignoble en crise à Bordeaux, en espérant que bien évidemment il y ait beaucoup de propriétés qui se sortent de ce mauvais pas. Prochain numéro de Côté Château dans un mois sur un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine. Allez, santé à la bonne année. Santé.